Et tous mes meilleurs vœux. Voilà, on est habillé en rouge, c'est la nouvelle année, avec beaucoup d'enthousiasme. Et on va essayer d'avoir chaud au cœur en dépit de cette atmosphère en général déprimante au Proche-Orient. Docteur Mohamed Nasr, nous avons deux commentaires à discuter aujourd'hui. Le premier concernant les signes qui démontrent que la pression artérielle est dangereusement élevée, et l'autre concernant la méditation. Dans quelle mesure la méditation pourrait remédier à cette hypertension? Et on voudrait parler d'infarctus, on voudrait parler de signes que le patient, les signes que les patients doivent prendre en considération au cas où ils ressentent quoi que ce soit, et comment faire pour prévenir ces infarctus que l'on voit de plus en plus fréquents. Donc nous allons commencer tout de suite par notre premier commentaire concernant les signes que votre pression artérielle est dangereusement élevée, ou ce qu'on appelle l'hypertension. Il existe de nombreux facteurs qui peuvent faire augmenter la pression artérielle, dont les plus courants sont l'âge et la grossesse. L'hypertension est une maladie silencieuse qui peut se développer sans véritablement provoquer de symptômes. Il est donc important de mesurer régulièrement son niveau de pression artérielle. Mais lorsqu'on a une pression artérielle très élevée, certains symptômes peuvent apparaître, comme la confusion, des douleurs à la poitrine, un rythme cardiaque irrégulier et des troubles de la vision. Si vous notez des symptômes d'hypertension, pensez à éviter la consommation des aliments suivants: l'alcool, les graisses trans, les aliments riches en sodium, le sucre, la caféine. Les aliments à privilégier lorsqu'on souffre d'hypertension sont les suivants: le régime méditerranéen, qui repose sur une forte consommation de fruits et légumes, de poissons sauvages et de l'huile d'olive. Les aliments riches en fibres, tels que les fruits, les légumes et les graines. Les aliments riches en potassium, optez pour les bananes, les melons et les avocats, ils sont riches en potassium. Le vinaigre de cidre, qui prévient l'hypertension et procure de nombreux autres bienfaits santé. Les aliments riches en oméga 3, comme le saumon sauvage, les graines de lin et les graines de chia. Le thé est riche en polyphénols antioxydants, notamment en catéchine. Ces derniers aident à prévenir de nombreuses maladies comme l'hypertension, l'accident vasculaire cérébral et les maladies cardiaques. Le cacao contient des flavonols bénéfiques pour réduire la pression artérielle. L'ail est également un bon vasodilateur naturel et permet de réduire considérablement la pression artérielle chez les personnes souffrant d'hypertension non contrôlée. Docteur Mohamed Nasr, vous êtes professeur à l'Institut, vous êtes professeur de chirurgie cardiaque à l'Institut de chirurgie, l'Institut national de chirurgie de cardiaque. Et en fait, vous avez suivi le compte rendu. Tout d'abord, l'hypertension, qui est un indice d'un trouble quelconque au cœur. Vous savez, l'hypertension artérielle, il faut dire qu'il y a deux types d'hypertension artérielle. Il y a l'hypertension artérielle essentielle, c'est-à-dire une hypertension parce que c'est une hypertension, ou l'hypertension artérielle secondaire. La grande majorité de l'hypertension artérielle qu'on voit, ce sont des hypertensions artérielles chez des gens qui ont des problèmes rénaux. Dès qu'on commence une insuffisance rénale, la tension artérielle augmente. De même, les gens qui fument, les gens stressés, les gens qui sont qui implosent à l'intérieur, tous ces gens-là, ils ont une hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, par le temps, elle brûle les artères. Et en brûlant les artères, elle finit par développer l'athérosclérose ou accélérer le processus de l'athérosclérose. Ce que je veux dire, vous avez parlé d'infarctus, ça c'est le bout du rouleau. C'est d'abord la pathologie coronaire. Vous savez, les coronaires, lorsque vous allez à la banque, vous trouvez que l'homme au guichet, il est en train de distribuer de l'argent à tout le monde. Mais lui-même, il a un salaire. Donc, lorsque l'argent au début du mois arrive, il prend l'argent, il prend son argent à lui, il le met dans sa poche, et ensuite il distribue l'argent. Les artères coronaires, c'est comme ça. Ce sont les premières artères qui sortent de l'aorte. Donc, dès que le sang sort de l'aorte, il passe dans les artères coronaires pour irriguer le cœur lui-même.
Lorsque dans ce monsieur au guichet, son argent diminue, il va souffrir. Ça, c'est ce qu'on appelle l'angine de poitrine. Le malade, il vous dit, monsieur, je marche. Dès que je marche, j'ai une douleur thoracique ou une oppression. Et je m'arrête, ça disparaît, ou je prends la pilule au-dessous de la langue des nitrites, la douleur disparaît. Ça, c'est la période où il y a un rétrécissement d'une ou plusieurs artères coronaires. L'infarctus, c'est lorsque une artère se bouche subitement, la partie irriguée par cette artère, elle se nécrose. Et lorsqu'elle se nécrose, elle fait une douleur atroce. Ça veut dire quoi, elle se nécrose? Nécrose, c'est-à-dire mourir. Mourir. Et après, lorsqu'elle va se cicatriser, elle va se cicatriser par un tissu fibreux qui n'est pas contractile, qui ne se contracte pas. Donc tout fait que la prévention est très nécessaire. Maintenant, vous savez, on commence à se rendre compte, moi j'ai participé pendant plusieurs années à l'élaboration de la nouvelle loi de la sécurité sociale. Et on se rend compte que quand nous sommes 92 millions, et faire un système de santé pour 92 millions avec des personnes très malades, 30 millions de gens qui ont des problèmes hépatiques, des problèmes de cœur, des problèmes de reins, d'hémodialyse, etc., c'est extrêmement difficile. Donc la chose la plus importante, la solution la plus importante, c'est la prévention. Ce qu'on doit jouer pendant les prochaines années, c'est sur une politique de prévention afin de diminuer le nombre de patients ayant besoin d'un traitement médical coûteux. Très bien. Comment faire ça? La première chose, c'est quelles sont les choses qui développent l'athérosclérose. D'abord, le tabac, le tabagisme. Ensuite, le tabagisme. Ensuite, le tabagisme. Ensuite, l'hypertension artérielle. Ensuite, le diabète. Ensuite, l'hypercholestérolémie. La semaine dernière, vous m'aviez eu au téléphone, mais on a été coupé. Vous me parliez des jeunes qui développent des infarctus. Non, en fait, la pathologie coronaire chez les jeunes, certes, en Égypte, elle est 20 ans moins qu'en Occident, c'est-à-dire la moyenne d'âge est de 50 ans en Égypte, alors qu'en Occident, elle est de 70 ans. Mais c'est très très rare de voir un jeune ou un jeune homme ou une jeune femme à l'âge de 24, 25, 26 ans avec des infarctus. Certes, on voit de temps à autre, mais ce sont des gens qui ont de l'hypercholestérolémie familiale, c'est-à-dire ils ont un taux de lipides dans le sang élevé, mais génétiquement. Voilà. Mais d'un autre côté, il faut dire que le tabagisme répandu actuellement joue un rôle primordial dans le développement de la pathologie coronaire chez nos jeunes et chez nos femmes et dans notre société. Reste à voir un petit peu le mode de vie, parce que je pense que le style de vie, le sport et la nutrition peuvent jouer un rôle, non? Le sport est très important. Quelqu'un qui n'a jamais fait du sport, il doit faire un sport qui soit graduel et progressif. C'est-à-dire, on leur dit de marcher, de nager, de faire du vélo. Mais on leur demande de ne pas faire du tennis, du football ou du squash. Parce que dans le tennis, le football, le squash, le joueur, il est debout, il bouge subitement. Quelqu'un qui n'a jamais fait de sport et qui, par exemple, maintenant est devenu un peu bourgeois et puis il dit, tiens, il trouve c'est la mode, il va au club jouer du tennis alors qu'il n'est pas entraîné, là, il risque de faire un infarctus. Lorsque je parlais de l'homme au guichet qui distribue l'argent, si un jour les besoins sociaux de ce monsieur ont augmenté, le salaire n'a pas diminué, mais il va souffrir quand même. C'est la même chose. Lorsque le cœur fait un effort au-dessus de l'effort qu'il a l'habitude de faire, et subitement, là, il développe des angines de poitrine, et là, il développe un infarctus du myocarde. Est-ce que les athlètes ont un cœur de dimensions différentes à force de jouer? À force de jouer, il y a ce qu'on appelle le réserve cardiaque qui va augmenter. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le réserve cardiaque? C'est-à-dire, lorsqu'on fait un effort
un plus grand effort, il faut que le cœur accélère, il faut que le cœur se contracte plus. Et en général, les athlètes qui ont été formés, ils ont un cœur dilaté pour pouvoir avoir plus de sang pouvoir, et ils ont une bradycardie, c'est-à-dire leur rythme cardiaque est lent. Comme ça, ils ont un assez grand réserve pour accélérer graduellement. Et quand il y a des athlètes et qui ne font plus de sport, ils ont arrêté, est-ce que ceci constitue un danger pour eux, étant donné que la physionomie... C'est pour les gens qui font de l'athlétisme, l'haltérophilie, et qui prennent des hormones, des hormones anabolisants. Ces gens-là, c'est curieux, j'ai un certain nombre de malades que je vois régulièrement qui étaient qui faisaient de l'haltérophile et qui prenaient des hormones anabolisants, et ces hormones anabolisants, ils ont fini par développer une cardiomyopathie, une faiblesse du muscle cardiaque. C'est pour ça que je dis qu'il était absolument interdit pour les gens qui font de l'haltérophilie et qui font du sport de prendre des hormones anabolisantes. Et même sans prendre ces hormones, c'est-à-dire quelqu'un qui faisait partie d'une équipe de football ou de basketball, qui faisait régulièrement du sport intense, et finalement il a décidé d'arrêter, il ne fait rien. C'est normal, les gens se relâchent. On leur demande de garder un minimum d'activité sportive et de rester actif. Mais ce que je voulais vous dire concernant la prévention, donc il faut arrêter le tabac, traiter le diabète, surtout le diabète. Vous savez, il y a deux types de diabète. Il y a le diabète type 1 insulinodépendant qui est en général héréditaire et qui atteint les jeunes, et le diabète non insulinodépendant qui est traité soit par un régime alimentaire, soit par les traitements des médicaments oraux. Il faut traiter le diabète parce que le diabète finit par brûler les artères. Ça, c'est très important. Contrôler le diabète, contrôler l'hypertension et faire un minimum de sport, une activité sportive, et puis manger sain, manger plus de légumes, manger beaucoup plus de fruits, moins de viande grasse, etc. Je crois que ça, c'est un facteur essentiel pour diminuer, et surtout arrêt du tabagisme. Ça, je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Est-ce que les infarctus sont héréditaires, ou la disposition à ces maladies sont héréditaires? Il y avait une étude qui a été faite dans une ville qui s'appelle Framingham. Ça s'appelle l'étude Framingham. Ils ont suivi, c'était une petite ville où on pouvait suivre les malades sur 30 ans. Et ils ont fait les études. Ils ont découvert que la pathologie coronaire, il y a un élément héréditaire dans la pathologie coronaire. La personne dont le père est mort avant 50 ans par une pathologie cardiaque risque d'avoir la même pathologie lui-même, à condition d'éviter les facteurs de risque comme le tabagisme, l'hypertension, le diabète, etc. Mais il y a aussi un phénomène d'écologie et d'environnement qui fait qu'ils avaient les mêmes habitudes, les mêmes façons alimentaires, etc. Mais je crois, par contre, dans cette même étude de Framingham, ils ont découvert que les gens qui ont développé, dont les parents ont développé des cancers, il n'y a pas de probabilité qu'eux-mêmes ils développent des cancers. Ah, c'est pas héréditaire, contrairement à ce que l'on pense. Non, il y a des cancers qui sont déterminés sur le plan génétique. C'est-à-dire, on peut avoir, par exemple, pour le cancer de sein. Le cancer de sein, la dame qui développe un cancer de sein, elle n'a pas le gène qui lui évite de développer le cancer de sein. De même, les lymphomes, par exemple. Les lymphomes, ils sont génétiquement déterminés aussi. Les lymphomes, les leucémies, etc. Mais en grande générale, le cancer est lié à la pollution, lié à la pollution, lié au tabagisme. Vous savez que les gens qui... l'association tabac et alcool finit par développer des cancers de vessie et des cancers de l'œsophage.
Les gens qui mangeaient de la viande fumée en Chine, par exemple, ou en Asie, ils développaient des cancers de l'estomac. Parce que lorsque vous mangez de la viande fumée, le nitrosamine, il est cancérigène. Donc je crois que le facteur écologique est très important. Très bien. Là, on a parlé le mot cœur fait peur. Mais on a parlé de l'hypertension, on a parlé de l'infarctus, mais est-ce que la méditation qui aide à réduire le stress peut jouer un rôle de manière à éviter à beaucoup de personnes de ne pas être atteintes d'infarctus ou d'autres anomalies cardiaques? Voyons les détails dans ce compte rendu de Perihan Farou. Pleine conscience est une pratique de relaxation qui permet de lâcher prise et de déstresser. Une étude récente a montré que cette forme de méditation est particulièrement indiquée chez les personnes anxieuses ou très stressées. Mais voilà qu'une nouvelle étude menée par les chercheurs de l'Université de l'Ohio montre que la méditation en pleine conscience serait particulièrement efficace pour faire baisser la tension artérielle chez les personnes qui souffrent de préhypertension. La préhypertension est une tension supérieure à la normale, mais qui n'est pas suffisamment élevée pour prendre un traitement médicamenteux. Cette hausse de tension peut s'accompagner de maux de tête, de vertiges ou de bourdonnements. Les chercheurs ont inscrit 56 patients dans un groupe de réduction de stress. Tous ont été conviés à des séances de méditation en groupe et invités à méditer en pleine conscience chez eux également. À l'issue de ces séances, leur pression artérielle avait baissé, certes de façon modeste, mais suffisamment pour leur éviter de suivre un traitement anti-hypertenseur à base de médicaments. Le pic de la tension à ne pas dépasser idéalement est de 14/9. Si votre tension artérielle dépasse cette mesure lors d'une consultation, un nouveau contrôle sera nécessaire. Ce n'est que si les chiffres sont élevés au repos et à 3 reprises que le médecin vous considérera comme hypertendu et vous prescrira un traitement. La méditation, la relaxation, l'espoir, parce que quand on parle de maladie, tout le monde a l'impression qu'il est malade et tout le monde va ressentir les symptômes. Donc, docteur Mohamed, nous avons 2 volets à discuter dans les 4 minutes que nous avons. D'un côté, est-ce que vraiment la méditation peut aider à contrôler le stress et par conséquent à contrôler l'hypertension? Tout geste de relaxation, tout geste pour vider l'esprit, ça aide beaucoup et ça diminue le stress. Parce que lorsqu'on est stressé, notre corps sécrète de l'adrénaline et plus ça sécrète de l'adrénaline, plus les vaisseaux vont se constricter et plus on peut développer de l'athérosclérose. Mais bien sûr, la relaxation et la tranquillité d'esprit est très importante pour nous permettre de mener une vie saine. Ça c'est certain, mais vous savez, c'est pas donné à tout le monde. Tout à fait. Alors que tout le monde peut essayer de la pratiquer, même ceux qui ne la pratiquent pas d'une façon vraiment professionnelle, parce qu'il y a plusieurs genres de méditation. Le fait de rester calmement, bien respirer, fermer les yeux, je pense que ça va aider. Écouter de la bonne musique, tout ça, je pense, pourrait contribuer à apaiser un petit peu le stress. Tout le monde peut vraiment développer cette phobie contre les maladies cardiaques. Des fois, on a du mal à respirer, des fois, on sent des douleurs. Je vois des gens qui toutes les demi-heures, ils sont en train de prendre leur tension, ou en train de mesurer leur... Il faut se dire que la tension, ça monte, ça descend. Lorsque vous conduisez votre voiture et vous êtes votre tension peut monter jusqu'à 180, etc. Il faut pas exagérer. Oui, mais quels sont les symptômes de quelque chose de cardiaque? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on pourrait savoir que j'arrive pas à respirer parce que peut-être que j'ai une grippe ou je suis stressée ou parce que là, c'est cardiaque, c'est grave. Les éléments de pathologie psychosomatique sont très fréquents. C'est-à-dire, de 10 malades que je vois, il n'y a que 2 qui sont vraiment malades et les 8, ils ont des problèmes psychosomatiques. Et lorsqu'on dit psychosomatique, c'est pas de la folie. Nous tous, on a des problèmes, le psychisme joue un rôle très important dans notre comportement et quand notre santé. Et quand c'est pas psychosomatique, alors quand c'est vraiment un infarctus. Pour les pathologies coronaires, on vous dit
monsieur, je marche, j'ai une oppression, je m'arrête, ou je prends la pilule, je m'améliore. Pour les pathologies valvulaires, il vous dit, par exemple, surtout en position pour la pathologie de la valve mitrale, il dit, moi je montais 3 étages, maintenant je monte 2 escaliers, je suis essoufflé. Ou il y a un malade tout simplement au début, il dit, je ne dors pas monsieur, je ne dors pas, j'ai besoin de me mettre assis pour bien respirer. Ça c'est une pathologie de la valve mitrale. La valve aortique, ça a plus ou moins, l'insuffisance aortique n'a pas de symptômes, mais le rétrécissement de la valve aortique, surtout avec un grand gradient de pression, il a le même symptôme que l'angine de poitrine. Et ensuite reste les anomalies congénitales cardiaques. Non, l'infarctus, on le reconnaît parce que le malade développe une douleur atroce. Et ça dure, c'est pas une douleur qui s'arrête lorsqu'on s'arrête, non, c'est une douleur qui dure. Et là, il a besoin d'aller dans les 4 heures qui suivent le développement de l'infarctus. Il va prendre des streptokinases ou du TPA, etc., qui vont diluer le thrombus et les malades s'en sortent. Professeur Mohamed Nasr, vous êtes professeur de chirurgie cardiaque à l'Institut national de cardiologie. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui parce que vous nous avez rassurés en même temps que parler de maladies. Vous nous avez rassurés quand même que parfois c'est psychique finalement. Merci d'avoir été avec nous et à une prochaine édition. C'est moi qui vous remercie et bonne année et tous mes meilleurs vœux. Merci. Eh bien, nous souhaitons beaucoup de bonne santé à tout le monde. On a encore beaucoup de sujets à discuter et peut-être d'autres rencontres si Dr Mohamed Nasr a le temps, parce qu'il y a encore beaucoup à dire concernant les fœtus, les anomalies cardiaques et les nouvelles découvertes. Mais pour l'instant, merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée et à la prochaine.